Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission politique L'invité. Ce soir, nous recevons comme invité politique Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. Monsieur Diallo est aussi l'un des porte-parole de la plateforme Ante-Abana, touche pas à ma constitution. Avec lui, nous allons parler du discours à la nation du président de la République, de la plateforme Ante-Abana et de son avenir, l'avis du parti ADP Maliba, mais aussi des questions d'intérêt national. Bonsoir, Cheikh Oumar Diallo. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. L'actualité politique au Mali reste dominée par le discours à la nation du président de la République. Dans un discours télévisé, le président Ibeka a affirmé qu'il sursoit à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Il dit agir dans l'intérêt supérieur de la nation avant d'ajouter, je cite, « Pour le Mali, aucun intérêt n'est de trop ». Nous écoutons ici le président de la République. Mes chers compatriotes, en tant que président de la République, chef de l'État, nos responsabilités me font mesurer mieux que tout autre l'importance des défis qu'il nous faut relever pour extraire notre pays de la crise que nous affrontons depuis 2012. Il était, il est, il restera de mon devoir d'expliquer tous les bénéfices que la révision constitutionnelle apporterait au rétablissement de la paix, à la consolidation de nos institutions et à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Mes chers compatriotes, je constate toutefois que dans le climat actuel, ces explications peinent à être entendues et acceptées. Au regard de tout ce qui précède, et en considération des intérêts de la nation et de la préservation d'un climat social apaisé, j'ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je l'ai fait parce qu'à l'heure où notre pays est confronté à tant de défis majeurs, on ne saurait ajouter au péril existant ce que font naître la mésentente, la polémique et le malentendu. Monsieur Diallo, nous venons de suivre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il dit que pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Au niveau de la plateforme, quelle lecture faites-vous du message du président de la République? Eh bien, avant tout, je tiens à profiter de l'occasion qui m'est offerte à travers ce plateau pour adresser mes plus sincères remerciements et les plus chaleureuses félicitations du directoire de la plateforme Ante-Abana à l'ensemble des membres et des sympathisants de la plateforme Ante-Abana, touche pas à ma constitution. Remerciements pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer dans ce directoire et chaleureuses félicitations, bien évidemment, pour la qualité remarquable de leur mobilisation, de leur engagement citoyen et de leur discipline. Je crois que c'est le lieu aussi d'expliquer ce qui a motivé un peu la décision. Je crois que, comme vous l'avez dit, le discours du président de la République, c'est un discours d'apaisement, un discours qui permet aujourd'hui de soulager les Maliens dans leur ensemble. Le climat, comme vous le savez, était très tendu dans le pays. Les clivages étaient devenus très forts entre un oui, un non, et aussi ceux qui n'avaient aucune position, qui se retrouvaient pris entre les deux feux. Je crois que ça a été une longue période, pendant près de 2 mois et demi, de violences verbales qui n'avaient pas lieu d'être, qui venaient beaucoup de la majorité présidentielle. Pendant 2 mois, nous avons assisté à une escalade très dangereuse pour la stabilité du pays. Et je trouve que c'est dommage que nous ayons dû attendre plus de 2 mois et demi pour que le président de la République signe la fin de la récréation. Je note tout de même que c'est après un ultimatum de la plateforme Ante-Abana touche pas à ma constitution que la situation a commencé à évoluer. C'est regrettable, mais c'est bel et bien la réalité. Et je crois que à cet égard, il faut remercier les notabilités, les leaders religieux qui ont su mesurer
la gravité de la situation pour aller au contact des uns et des autres et essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, je crois qu'il y a tout de même beaucoup d'interrogations sur toute cette campagne qui a été menée pour aller vers un oui. Je crois qu'il y a près de 2 milliards qui ont été affectés à cette campagne d'information. Est-ce que vous avez des informations sur 2 milliards ou est-ce que vous trouvez ces chiffres-là? Je crois que ces chiffres ont été trouvés au niveau du ministère de la Réforme de l'État. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce discours permet de calmer le jeu et de nous ramener à l'essentiel. Je pense que c'est ce qu'il faut en retenir. D'accord, donc le discours du président de la République a rassuré la plateforme. On va dire qu'elle a soulagé l'ensemble des Maliens. Nous étions convaincus qu'il fallait aller dans ce sens-là dès le départ. Et je pense que c'était la bonne décision. C'est ce qui permet aujourd'hui d'apaiser le climat social et c'est ce qui s'est ressenti dès le lendemain de cette annonce avec le meeting que nous avons organisé à la Bourse du Travail et qui a réuni plusieurs milliers de manifestants. Pour vous, il y a victoire. Cette victoire, à qui elle appartient? Est-ce que c'est une victoire du peuple malien ou une victoire personnelle de la plateforme? Bon, vous savez, je crois qu'il faut sortir des notions de victoire. Ce n'est pas une question de victoire. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent, ce sont les Maliens. Celui qui gagne, c'est le Mali. Et c'est ce qu'il faut retenir de toute cette période et de ce discours-là également. D'accord. Si nous essayons d'analyser le discours du président, vous avez demandé le retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle. Mais dans le discours du président, il a dit « Je sursois à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle ». Pour vous, sursoir, retrait, il y a une différence? Vous savez, ça c'est de la sémantique dans laquelle je ne veux pas rentrer. Je crois que ce serait très étonnant que le président de la République joue avec les mots pour revenir quelques mois après et relancer un processus de révision constitutionnelle. À mon avis, ce projet de révision constitutionnelle, ce projet référendaire est enterré. Je crois que de toutes les façons, les uns et les autres continueront à suivre l'évolution, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre derrière nous cette révision constitutionnelle. C'est un retrait déguisé pour vous? Oh, je ne veux pas aller jusque-là. Je sais simplement qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont soulagés et que ce texte-là, ce référendum, pour le moment, n'est plus à l'ordre du jour. Ce référendum n'est plus à l'ordre du jour, ça c'est la position de la plateforme Ante-Abana. Mais nous avons aussi remarqué que la Cour constitutionnelle à l'époque avait rendu un arrêt après, et après cette décision, elle a même rejeté la requête de l'opposition à l'époque en motivant sa décision sur le fait que le pays vit une insécurité résiduelle. Maintenant, cette décision du président de la République, est-ce qu'elle sonne comme un désaveu pour la Cour constitutionnelle? Vous savez, le président de la République, la Cour constitutionnelle, ce sont des institutions. Je ne voudrais pas m'aventurer à parler de désaveu ou de soutien à la Cour ou de toute autre forme d'interprétation. Je crois que tout ce qu'il faut retenir, c'est que le président, comme il l'a dit, en toute responsabilité, après avoir analysé la situation, a décidé d'abandonner le projet. Donc vous saluez la décision du président de la République, elle est sage cette décision? C'est une décision salutaire que nous apprécions à sa juste valeur et je pense que cette décision montre qu'il a su s'extraire de ce climat très pollué qui peut-être empêchait de... Donc au niveau de la plateforme, vous avez l'impression d'être écouté et entendu par le président de la République? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons été entendus. Nous avons mis 2 mois à vouloir être entendus en adressant plusieurs correspondances, en organisant plusieurs manifestations et des meetings. Il n'y avait pas encore de réaction. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons été entendus effectivement. D'accord. Donc nous allons parler de la plateforme Ante-Abana, touche pas à ma constitution, mais avant, nous écoutons ici 2 réactions. C'était lors de votre dernier meeting, c'était le samedi dernier. Très heureux. Nous sommes là aujourd'hui pour féliciter les uns et les autres, féliciter les membres et sympathisants de la plateforme
féliciter aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa décision très très sage, et puis dire à l'ensemble des membres et sympathisants de la plateforme Ante-Abana de rester vigilants. Lors de notre rencontre hier soir avec le Président de la République, au Palais de la République, nous avons trouvé un homme ouvert au dialogue. Nous avons trouvé un homme qui a enfin écouté le peuple et qui a su s'élever à la hauteur de la mission qui est la sienne, celui d'un président de tous les Maliens. D'accord, nous venons là d'écouter deux porte-paroles de la plateforme Ante-Abana, Master Soumi et Ras Batia. Parlons maintenant de la plateforme Ante-Abana. On a le dit, elle a été très active dans la lutte contre ce projet de révision constitutionnelle. Dites-nous comment la plateforme de fil en aiguille a été mise sur pied. Eh bien, je crois que dès l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi portant révision de la Constitution, beaucoup de mouvements spontanés se sont levés pour dire non à ce projet de loi portant révision de la Constitution. Chacun agissait un peu de son côté, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des syndicats, des leaders d'opinion, mais également des partis politiques de l'opposition. C'est à ce moment-là que les uns et les autres, de manière spontanée, se sont rendus à l'évidence qu'il fallait chercher à trouver une synergie, chercher à se rassembler pour donner plus de voix à cette contestation du projet de révision constitutionnelle. Et le 11 juin, donc, les associations, les partis politiques, les syndicats, les leaders d'opinion, les artistes musiciens, artistes comédiens, tout le monde s'est réuni à la pyramide du souvenir pour trouver le meilleur moyen de s'unir. Nous sommes partis du constat que face à une forme de puissance des moyens de l'État et de la majorité présidentielle, il fallait trouver une synergie d'action pour réussir à se faire entendre, pour réussir à se faire comprendre. Je crois qu'il y a un hommage important à rendre à la dame qui a donné le nom à la plateforme Ante-Abana, Madame Yaressi, qui certainement est en train de nous suivre ce soir, et ainsi qu'à tous ceux qui ont su... Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa profession, son profil? C'est important pour les téléspectateurs? Oui, elle est activiste de la société civile. Je crois qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'elle a proposé? Ante-Abana. Ante-Abana. Aussi simple Elle ne que touche ça. pas à ma conscience, a été ajouté par qui? Par l'Assemblée. Voilà, donc elle était inspirée? Très. Ante-Abana. Donc nous avons vu aussi que la plateforme c'était des jeunes, où les deux jeunes étaient devant la scène et pratiquement tous les porte-paroles étaient des jeunes. Qu'est-ce qui a motivé cela? C'est bien ça. Je crois que c'était cette volonté citoyenne et spontanée d'apporter une nouvelle voix dans le pays qui a placé ces jeunes-là au devant de ce mouvement, de cette plateforme. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette plateforme, des jeunes se sont confirmés en matière de leadership et d'autres se sont révélés aux Maliens. Ceux qui se sont confirmés, je crois que parmi eux, on peut citer notamment le président honorable Amadou Thiam, on peut citer de l'ADP Maliba. Ça veut dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même, vous commencez par votre président. D'accord. Non, mais il y a également le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, qu'on connaît sous le nom de Rasbach. Il y a également Master Soumi. Parmi ceux qui se sont révélés, je crois qu'on peut citer aisément Amara Sidibé du mouvement Trocetro, Jimé Kanté, un syndicaliste et grand activiste, Khadija Fofana, Ibrahim Kébé, Noum Sarr. Il y a énormément de jeunes. Etienne Fakaba Sissoko. Bien sûr, tout le monde était là. Et cette jeunesse, je crois qu'elle a pris conscience de l'importance de son rôle dans le développement du pays et dans la consolidation de la démocratie. Ce sont des acquis qui sont très importants et qui sont à préserver. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun a conscience au sein de la plateforme qu'il est important de préserver ces différents acquis-là. Les consciences, on l'a vu, sont pleinement éveillées. Les gens sont conscients du risque que le pays court et de la nécessité que cela amène les jeunes
à s'impliquer davantage. Donc je crois qu'il faut se féliciter de tout ce vent nouveau qui est en train de souffler dans le pays. D'accord. Au sein de la plateforme, nous avions remarqué aussi qu'il y avait la société civile, il y avait aussi les partis politiques. Est-ce que la collaboration a été facile? Elle a été facile, compliquée? Vous savez, c'est vrai que au départ, ça n'a pas été toujours très évident entre la société civile et les partis politiques, mais aussi entre les citoyens qui sont dedans, qui n'ont aucune attache ni associative ni politique, et les partis. Naturellement, cette méfiance, elle était là du fait de toute cette construction idéologique que les uns et les autres se font de la politique. Mais je crois qu'il y a un aspect important à retenir, c'est qu'avec le temps, la plateforme a réussi là où une grande partie de la classe politique avait échoué, c'est-à-dire à reconstruire ce lien de confiance qui est indispensable entre les citoyens et les hommes politiques. Petit à petit, on l'a vu dans la plateforme, les associations, les syndicats, les activistes ont commencé à comprendre, à apprécier, à respecter, et c'est mutuel. Et je crois que ça, c'est un des fondamentaux de la plateforme et c'est une des conditions essentielles qui fait que cette plateforme continue aujourd'hui et veut continuer tous ensemble. La plateforme inspire confiance. Tout à fait. Les jeunes inspirent confiance. Cette lutte de la plateforme anti-Abana, touche pas ma constitution, nous rappelle des mouvements comme Y'en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina Faso. Est-ce à dire aujourd'hui que nous assistons à une nouvelle conscience citoyenne de la jeunesse malienne? Oui, c'est ce que je vous disais. Je crois que très clairement, j'ai entendu des expressions qui m'ont beaucoup plu dans la bouche de certains responsables, notamment celle qui dit qu'un nouveau mouvement démocratique est né depuis le 11 juin. Ce nouveau mouvement démocratique aujourd'hui est en train de faire ses preuves, de prendre ses marques, et je crois qu'il sera, si nous y parvenons à devenir une véritable plateforme de veille, une véritable plateforme de formation pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent découvrir ce qu'est l'engagement citoyen. Une formidable aventure que nous avons menée pendant 2 mois et demi et que nous espérons bien continuer encore et encore ensemble. D'accord. La plateforme anti-Abana s'est illustrée sur le terrain comme sentinelle de la démocratie. Vous avez joué un rôle de contre-pouvoir. Est-ce que vous allez tenter désormais le terrain politique? Oh non, je crois que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. La plateforme n'a pas de rôle politique. C'est une structure qui, à la base, s'est créée pour faire échec au projet de révision constitutionnelle ainsi qu'au référendum en tant que tel. C'est une plateforme qui est née parce que nous avions un idéal commun et cet idéal aujourd'hui nous travaillons à le pérenniser à travers de nouvelles orientations que nous y donnerons mais qui pour le moment ne sont pas politiques. Pour le moment, c'est-à-dire qu'après les lignes peuvent bouger? Moi je ne souhaiterais pas que la plateforme se politise en tout cas. Donc vous resterez sentinelle de la démocratie, vous le dites ce soir devant le peuple malien? C'est moi qui le dis, pas la plateforme. D'accord. Il se dit aussi que la plateforme est financée en douceur par le président d'honneur de l'ADP Maliba. Est-ce un procès d'intention ou une réalité? Je crois que c'est un procès d'intention. Vous savez, tout le monde connaît le mécanisme par lequel la plateforme fonctionne. Nous avons instauré un système de cotisation qui est alimenté par les associations, par les syndicats, par les partis politiques, par les citoyens qui veulent faire des dons. Donc dire qu'une personne serait derrière le financement de cela, je pense que c'est dire beaucoup. Donc c'est avec les cotisations que la plateforme a pu faire tout ce qu'elle a fait? Exactement. Et je crois que nous sommes d'ailleurs en train de faire le point financier et les prochaines assemblées générales permettront d'éclairer les uns et les autres dessus. Pourquoi c'est le nom du seul président d'honneur de l'ADP Maliba qui est cité? On n'a pas entendu d'autres noms? Vous savez, il y a beaucoup de volonté de créer un mythe. On disait la même chose par rapport à la grève du secteur de la santé où il a encore été accusé
de tout cela, mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça et puis s'élever un peu au-dessus. D'accord. Et dernière question sur la plateforme Ante Abana touche pas à ma conscience. Quel avenir pour la plateforme aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, les uns et les autres sont en train de réfléchir pour qu'on puisse trouver encore ces dénominateurs communs qui puissent nous unir pour que nous continuions à mener des actions ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, la plateforme, son avenir, c'est le rassemblement, son avenir, c'est la veille, son avenir, c'est de travailler de manière collective à ce que l'on puisse relever le pays de cette crise qui est en train de sévir. Donc votre lutte, ce n'est pas seulement le retrait pur et simple de la révision constitutionnelle. Mais même avec ça, le combat n'est pas fini. Le retrait était conditionné à des conditions sécuritaires, des conditions techniques, matérielles et de consensus. Je crois que les conditions sécuritaires comprennent le retour de l'administration au nord du pays. Ces conditions sécuritaires comprennent également la prise en compte de toutes les violences intercommunautaires qui sévissent dans le pays. Donc la révision constitutionnelle est certes dedans, mais à l'intérieur de cette révision constitutionnelle, il y avait des revendications qui portent pas seulement sur le texte lui-même, mais sur un ensemble de conditions qui doivent être réunies. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite que ces conditions soient réunies pour que le pays retrouve la paix. Donc, le peuple malien doit-il avoir confiance à la plateforme, encore une fois? Je crois que nous l'avons démontré depuis le 11 juin jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois de l'histoire du Mali qu'un tel mouvement puisse prendre une telle ampleur aussi rapidement et que malgré toute cette ampleur, je rappelle que le 15 juin, au Mali et à l'étranger, près de 2 millions de personnes sont sorties. Au Mali ici, cette mobilisation s'est faite à répétition sans que jamais il n'y ait ni feu cassé, ni vitre brisée, ni personne blessée. Donc je crois que dans un contexte d'une telle complication, voir que une plateforme puisse encadrer de manière aussi disciplinée les gens, ça force l'admiration. D'accord. Vous avez, M. Diallo, vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes le secrétaire politique de l'ADP Maliba. Donc nous allons parler de votre parti, l'ADP Maliba. Comment se porte aujourd'hui le parti l'ADP Maliba? L'ADP Maliba se porte très bien. Je crois que, comme vous le savez, l'ADP a 9 députés à l'Assemblée nationale, près de 220 conseillers communaux, parmi lesquels il y a 8 maires, si je ne me trompe pas. Il y a un bon dynamisme au niveau de la base. Le parti essaye de faire la politique autrement et je crois que nous sommes en train de faire nos preuves. Les uns et les autres ont compris également qu'aujourd'hui, avec cette dynamique qui est en cours, il est important de revoir la manière de faire la politique. Il est important de réapprendre à comprendre le citoyen. Et l'ADP Maliba, je crois que c'est l'une des directions dans lesquelles nous allons. Nous pensons qu'il est bon de mettre souvent et toujours les intérêts de côté pour penser à l'essentiel, c'est les Maliens et leur bonheur. D'accord, nous allons parler de votre président d'honneur. Votre président d'honneur, on le voit, il est très actif sur les réseaux sociaux, mais pratiquement il n'existe pas sur le terrain politique. Est-ce que vous avez ces nouvelles, se porte bien, le président? Oui, le président d'honneur va très bien. Comme vous l'avez dit, il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui a envie de partager ses réflexions sur la situation nationale et puis sur d'autres sujets, des sujets économiques et autres. C'est aujourd'hui, dans le cadre de la révision constitutionnelle, vous avez dû bien comprendre que lui aussi partage le point de vue de la plateforme en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Donc c'est un homme qui reste engagé, mais qui reste concentré également sur un autre aspect qui le caractérise, à savoir les œuvres caritatives. La Fondation Maliba est animée par le président d'honneur Aliou Boubacar Diallo et il se plaît énormément dans ce rôle d'acteur. Donc il va un peu redescendre de l'espace public virtuel pour descendre dans l'espace public. Il n'a jamais quitté l'espace public normal. Il a toujours été au sein de la Fondation Maliba très actif. Je crois qu'il avait besoin de réorganiser sa communication et je crois que cette communication aujourd'hui fait ses preuves et montre une action de plus en plus
forte du président d'honneur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, s'il y a une force pour l'ADP Maliba, qu'est-ce qui est aujourd'hui la force de l'ADP Maliba, si force il y en a bien sûr? Je crois que la force principale du parti, c'est sa jeunesse. C'est la priorité mise sur la promotion de cette jeunesse qui a besoin de redonner confiance, de réinspirer confiance plutôt. Je crois que la force du parti, c'est également cette cohérence que nous avons toujours su maintenir de la création en 2013 à aujourd'hui. Et c'est cette force de conviction, c'est tout cela qui définit et qui fait la force de notre parti. L'ADP Maliba marche à grands pas ou à pas de caméléon? Nous marchons, comme on a une expression qu'on aime employer au parti, c'est que pour réussir à participer concrètement au développement du pays, on choisit soit de prendre l'ascenseur et prendre le risque qu'il tombe en panne, soit d'aller pas à pas à l'escalier pour arriver jusqu'au sommet. Vous avez choisi l'escalier. Exactement. D'accord. Et vous êtes, à un moment donné, l'ADP Maliba était de la majorité présidentielle, les premières années du pouvoir Ibeka, vous étiez de la majorité présidentielle avant de claquer la porte pour se retrouver dans l'opposition. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la majorité présidentielle? Je crois que, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qualifier d'avoir marché ou pas? Je pense qu'il faut revenir un peu en arrière pour comprendre un peu les raisons de ce choix. En 2013, comme vous le savez, le Mali affichait tous les signes d'espoir de lendemain meilleur. Les citoyens qui votent, un pouvoir politique légitimé par une majorité sans précédent, près de 77%, comme vous le savez, et une confortable assise parlementaire. Enfin, on pouvait se dire qu'il y avait une nouvelle idée de la citoyenneté, de l'État, de la République et de la nation qui commençait à naître chez le Malien. On était donc engagé de manière très claire pour réussir. Tout était fait. Je crois qu'on avait même promis, lors de 2013, la valorisation du mérite et de la compétence, l'honneur et le bonheur des Maliens. Et il y avait trois éléments fondamentaux qui ont été au cœur du soutien que nous avons apporté au président, au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. C'était d'abord la résolution de la crise au nord du pays. Ensuite, c'était une gouvernance inclusive et forte. Et puis, la restauration de l'autorité de l'État et la lutte contre la corruption. Malheureusement, comme vous le savez, 3 ans après, nous avons constaté que cet espoir, en cette grandeur nouvelle, basée sur ces 3 principales priorités, n'était plus qu'un lointain souvenir. C'est malheureux. Le processus de paix est à la traîne. L'image du pays est fortement écornée par ces scandales à répétition que nous avons connus. Le terrorisme s'installe progressivement comme la norme. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'ouvrir le débat au sein de la convention de la majorité présidentielle, mais malheureusement, je crois qu'il y a un fort déficit de communication. Au lieu d'être entendu, écouté et compris, je crois qu'on a plutôt cherché à écarter les voix discordantes. Et au bout d'un moment, il fallait retourner vers la base pour comprendre et pour savoir quelle démarche nous allions suivre. Nous avons ouvert des consultations nationales qui ont permis de recueillir les avis de l'ensemble des militants sur toute l'étendue du territoire, mais également à l'étranger. Ces consultations nationales ont abouti à une demande de retrait de la majorité présidentielle, ont abouti également à la rédaction d'une motion pour le retour aux fondamentaux de notre engagement politique. Et c'est ce processus-là qui nous a conduit exactement 3 ans après la signature de l'accord préélectoral avec le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à quitter la majorité présidentielle. C'était quand même une décision courageuse parce que généralement, on ne démissionne pas du parti présidentiel ou de la majorité présidentielle sous nos cieux. Vous savez, c'était simplement le fait de respecter la volonté des militants. Quand
vous voulez réellement être en phase avec la base du parti, il est important d'engager des processus de consultation qui peuvent permettre de connaître l'opinion réelle et sincère des militants. Et donc, ce n'est qu'à la suite de cette consultation que le parti a pris la lourde et courageuse, comme vous le dites, décision de se retirer de la majorité présidentielle. Le parti, après, n'a-t-il pas subi des pressions? Il n'y a pas eu des campagnes de dénigrement du parti juste après quand vous aviez quitté le camp présidentiel, ou la majorité présidentielle? Vous savez, nous n'avons jamais vraiment cherché à faire attention à tout ce qui peut être autour d'une décision pareille. Tout ce qui compte pour nous, c'est d'être en cohérence avec nos convictions, c'est d'être en cohérence avec les décisions de la base du parti et c'est de continuer à agir dans ce sens-là. Parler de conviction, donc le parti ADP Maliba est un parti de conviction. Et vous avez aussi à un moment, vous avez une alliance avec le parti de l'honorable Oumar Mariko, une alliance avec le parti Sadi. Nous en sommes où avec cette alliance? L'alliance se porte très bien. Nous constituons un groupe parlementaire ensemble, le groupe ADP Maliba Sadi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes en très bonne relation. Nous sommes d'ailleurs ensemble au sein de la plateforme également, où le président Oumar Mariko et le président honorable Amadou Thiam sont côte à côte. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout va bien au sein de notre alliance et nous continuons à travailler et à défendre les convictions qui sont les nôtres et que nous partageons à l'Assemblée nationale. 2018, c'est l'élection présidentielle au Mali. 2018, c'est déjà demain. Est-ce que l'ADP Maliba a un candidat? 2018, c'est quand même très loin. C'est très loin. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait indécent de la part de notre parti de parler d'élection présidentielle vu la situation dramatique dans laquelle le pays se trouve. Aujourd'hui, l'ADP n'a pas du tout d'agenda pour les élections présidentielles. Le seul objectif que nous avons, c'est de contribuer au relèvement de notre pays, c'est de faire du Mali la priorité, c'est de travailler au retour de la paix, à la réconciliation des cœurs et des esprits des Maliens qui ont été trop longtemps déchirés et qui ont besoin vraiment de sentir qu'il n'y a pas d'intérêt particulier, d'intérêt électoraliste derrière les agissements d'un parti. Donc 2018, c'est vraiment très loin. Vous dites que 2018 c'est très loin. Et si le président, vous avez parlé du Mali, vous avez parlé de réconciliation des cœurs et des esprits, si le président Ibeka a fait appel encore à l'ADP Maliba, vous y répondez? Vous savez, si vous placez la question dans ce sens-là, vous ne le comprendrez pas bien. Je crois que ce que vous devez comprendre, c'est que... L'aider à réussir sa mission, parce que vous, votre priorité c'est le Mali, et lui aussi il dit que sa priorité c'est le Mali. C'est dans ce sens-là que je parle. Je crois que dans le cadre d'un dialogue franc, d'un dialogue républicain, nous pourrons trouver le moyen de redresser ce pays. Vous savez, le pays, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de conviction, c'est une question d'idées. Et je pense que ces idées-là, nous pouvons en discuter. Nous restons toujours ouverts à la discussion, au dialogue. Nous restons toujours ouverts à ce qui peut permettre à notre pays de se relever. Donc, opposition, majorité, je crois que cela reste et demeure, certes, mais quand il s'agit du Mali, il faut pouvoir travailler à éliminer ces clivages. D'accord, vous avez parlé du Mali, vous avez parlé aussi de la crise au nord du Mali. Quelle est la recette de l'ADP Maliba pour panser les plaies et cicatriser les blessures? Je crois que le problème du Nord est un problème extrêmement complexe. C'est un problème dans lequel la première des solutions, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre un calendrier qui nous permette très clairement de faciliter le retour de l'administration au nord du pays, de mettre en œuvre le processus de démobilisation et de réinsertion et de procéder le plus rapidement possible à la réforme du secteur de la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, le processus traîne. Il faut faire en sorte de rétablir
la confiance entre toutes les parties et puis qu'enfin on puisse redonner un peu d'espoir à ces populations. Il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers de réfugiés qui sont hors de ce pays et qui souhaitent retourner chez eux. Donc pour nous, la priorité, c'est vraiment de faire en sorte que l'administration revienne et de procéder le plus rapidement possible au DDR, ainsi qu'avant ce DDR, les patrouilles mixtes qui s'imposent. Vous avez parlé aussi de gouvernance vertueuse, la lutte contre la corruption, c'est des choses qui vous tiennent à cœur à l'ADP Maliba? Oui, bien sûr, puisqu'une des raisons fondamentales du divorce entre les gouvernants et les gouvernés, c'est cette perception que le gouvernant est corrompu, que le gouvernant n'a d'autre objectif que de s'enrichir. Et je crois que pour essayer d'éliminer cela de l'esprit des Maliens, il faut qu'on puisse engager une politique de lutte contre la corruption qui soit aveugle et qui ne fasse que répondre aux réalités de la loi, une loi qui doit imposer cette lutte contre la corruption. D'accord. Et si pour les perspectives, quelles sont les perspectives pour l'ADP Maliba? Les perspectives se situent dans le cadre toujours de la plateforme. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui en faire un cadre dans lequel cette société civile, librement, pourra continuer à se renforcer, à se développer. Nous, partis politiques, nous l'avons toujours dit, nous sommes en retrait, nous laissons au devant ces structures de la société civile. Et l'objectif que nous avons, c'est vraiment que cette plateforme soit pérennisée et que ces acquis puissent servir au renforcement de la culture démocratique dans le pays. L'un de vos porte-parole, Laras Bats, a parlé de l'alternance en 2018. Pour vous, l'alternance est possible en 2018? Je crois que bien évidemment qu'elle est possible. Bien évidemment qu'elle est possible. Aujourd'hui, Avec qui? Oh, ça, pour le moment, je pense que... On dirait que déjà la plateforme est en train d'être politique. Voilà, vous ne parlez pas, il y a des réserves. Non, il n'y a aucune réserve. 2018, vous parlez d'alternance et vous ne dites pas ce que vous comptez faire. Non, c'est-à-dire que l'alternance, elle se construit à partir du moment où la majorité des citoyens peuvent accéder au vote, au droit de vote. Aujourd'hui, l'alternance, son réel moyen de se produire, c'est de faire en sorte que les Maliens puissent davantage s'intéresser au monde politique, que les Maliens puissent, dans leur ensemble, obtenir leur carte d'électeur et qu'à partir de là, on contribue à la stimulation du débat autour des sujets de développement du pays. Donc, de là à venir tout de suite dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, je pense que c'est trop prématuré. Tout ce qui est recherché dans cette alternance-là, c'est qu'elle se fasse grâce à une plus grande implication des populations dans le processus électoral. Dernière question, la plateforme va-t-elle soutenir un candidat en 2018? Ça, je ne saurais pas vous le dire et je crois que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour au sein de la plateforme. Donc il faut attendre 2018 pour se décider? Je crois que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. D'accord. Et si vous avez un dernier mot, vous pouvez regarder cette caméra et s'adresser aux Maliens, votre mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je tiens à l'adresser à l'ensemble de nos compatriotes pour leur dire qu'aujourd'hui, nous sommes sortis du débat autour de la révision constitutionnelle et que le temps est plus que jamais à l'union des Maliens, au rassemblement autour de l'essentiel. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il est victorieux ou perdant. Tout le monde aujourd'hui a intérêt à se donner la main et à faire en sorte qu'ensemble nous puissions relever notre pays. Les défis sont nombreux. Les premiers d'entre eux concernent le retour de la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Je crois qu'aujourd'hui nous devons tous travailler à cela et j'espère que vous aussi saurez vous donner la main pour que nous puissions relever notre pays. Cheikh Oumar Diallo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire politique de l'ADP Maliba. Merci, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci encore une fois. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Africable Télévision. Bonsoir et à dimanche prochain.